Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez été nombreux à m'écrire après un épisode que j'ai fait avec mon associé Raph sur comment on a décidé de faire grandir 108 milliards et comment on passe d'un business solopreneur, donc où j'étais toute seule au début, à un collectif de coachs, à plusieurs coachs qu'on forme et qui aujourd'hui euh, travaillent avec nous. On a été assez transparent sur comment on avait fait ça. Et ça m'a donné envie en fait d'inviter d'autres professionnels d'accompagnement, d'autres solopreneurs, pour nous parler de comment ils ont fait grandir leur business. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Maud Alavez. Salut Maud, Salut. je suis très contente de te recevoir sur 108 milliards. Ouais, moi aussi, avec plaisir. On va dire un peu aux gens comment on se connaît. Mhm. Donc, la semaine dernière, je t'ai présenté à un de mes amis en disant t'es la reine de LinkedIn. Tu m'as dit ah bon. Ouais. Pour moi, enfin, ça faisait quelques mois que les gens me parlaient de toi en me disant si tu veux progresser sur LinkedIn, si tu veux avancer sur ton copywriting, etc., il faut absolument que tu rencontres Maud, que tu travailles avec Maud. Donc en fait, une fois n'est pas coutume, d'habitude c'est moi qui coach les gens. Là, c'est toi qui me coach sur ma création de contenu LinkedIn. Ouais. Et je suis pas la seule, tu as coaché plein de gens. Raconte un peu ce que tu fais Ouais. concrètement. Du coup, effectivement, moi, je conseille donc les entrepreneurs, les dirigeants. Ça va des dirigeants aux indépendants, en fait, mais c'est des formats différents, sur leur création de contenu, sur leur personal branding. Et j'ai vraiment une spécialité sur LinkedIn. Donc, euh, donc après, ouais, j'ai coaché. Franchement, j'ai même pas le nombre exact, en fait, mais je pense que c'est plus de 150 personnes, tu vois, Ça fait au combien d'années que total. tu coaches des gens? Là, ça fait 4 ans D'accord. que je coach. Historiquement, je suis vraiment sur du one-on-one, donc comme ce qu'on fait toutes les deux. Mhm. Et puis il y a un an, j'ai développé le système en cohorte, Mm. donc le programme LinkedIn, qui est du coup lui pour les indépendants. Et là, ils sont par 12 en fait. D'accord, ok. Tu 12 les semaines. accompagnes à se créer, à trouver Mm. leur voie, savoir ce qu'ils ont envie de dire Ouais, sur LinkedIn, pourquoi c'est important pour eux, et ouais. le lier à leur business comme, voilà, comme une façon, entre guillemets, de faire grandir leur communication, leur business. C'est devenu essentiel aujourd'hui. Ouais. Mais justement, alors on a eu quelques discussions en dehors de nos coachings LinkedIn où on partageait que finalement, toi comme moi, on a réussi, on va raconter tout ça à nos auditeurs, on a réussi quelque part à, à se créer des jolis business, on va Mm. dire, de solopreneurs. Ce qu'on appelle solopreneur, c'est Mm. à notre compte, en faisant les choses à notre manière, en accompagnant chacun sur sa spécialité. Et après, on a commencé aussi à se dire, bon, bah ok, c'est quoi les prochaines étapes et Mm. l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est justement de vous partager un peu ce que nous, on a vécu, comment déjà on a franchi les premières étapes, on s'est dit que ça pouvait être utile à beaucoup, et les questions qu'on se pose maintenant, qu'on est à un autre moment de notre Mm. vie entrepreneuriale. Mais peut-être justement, avant d'aller dans tout ça, raconte un peu comment t'en es venu, toi. Donc, c'est quoi ton parcours Ouais. avant de ta vie, ton œuvre, tu vois, avant Ouais. en venir à se dire, tiens, je vais aider des Ah gens ouais. à développer leur marque LinkedIn. Sur LinkedIn. Mm. Je vais le faire. Je vais essayer de te le faire quand même un petit peu court et les points clés parce que c'est un parcours vraiment. Enfin, j'aime pas le mot atypique, mais je pense que quand même on peut dire que c'est ça. Mhm. Mais du coup, moi j'ai commencé. Tu sais, j'ai fait une école d'art à 18 ans. Moi je voulais être artiste. Je m'étais dit, je vais faire ça. Et puis la vie, elle m'a amenée à faire du mannequinat. Déjà à 19 ans. Et 23 ans, j'ai arrêté. J'ai repris des études en communication, marketing. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, moi, j'ai fini mes études très tard, tu vois. J'ai fini mes études, j'avais 28 ans. D'accord. Et j'ai fini à l'ESCP, en master entrepreneuriat, parce que j'avais le sentiment quand même que il fallait que je fasse quelque chose par moi-même, en fait. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou pas forcément? Pas du tout. Pas Mais du tout. Et alors, mm, même pour te dire, moi, mon père, il est vraiment en CDI depuis toujours, et puis ma mère aussi. Et ma mère avait une idée très négative de l'entrepreneuriat. Moi, elle m'avait toujours dit ah, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Mais c'est beaucoup de soucis. Parce qu'elle avait l'idée, ses parents lui donnaient un petit commerce, mm, petite épicerie, tu vois. Et puis en fait, ils comptaient l'argent à la fin du mois. Et du coup, elle avait très peur de ça. Pour elle, c'était. Je pense qu'elle vient de la génération où, en fait, le CDI, il était beaucoup plus valorisé, quoi. oui, oui, c'est Donc, clair. Mais donc, du coup, toi, c'est quoi? C'est une intuition? C'est le fait d'être peut-être à l'ESCP, de rencontrer des gens qui commencent à s'intéresser à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui... je suis allée à l'ESCP. L'ESCP, je l'ai fait, c'est vraiment un master entrepreneuriat. Donc, j'avais pris la décision déjà avant d'aller à ce master. Mm. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'était pendant les études en communication marketing. C'est vrai que je suis peut-être passée un peu vite là-dessus, mais j'ai fait plusieurs stages. Et à cette époque-là, tu vois, moi, comme
J'avais 23 ans quand j'ai repris les études, j'avais fait du mannequinat. Enfin, en fait, je me sentais en retard dans la vie, tu vois, comparé aux autres de mon âge qui, là, commençaient à avoir leur premier job. Et moi, je me disais, ben, là, ça y est, j'ai 23, 24 ans, j'ai encore 5 ans d'études devant moi, je vais sortir à 28 ans. Et après, je vais démarrer tout en bas, en fait, dans l'entreprise, ça va être long. Donc j'étais hyper ambitieuse, je faisais, tu vois, je travaillais énormément à l'école, je me suis mise à la fac d'économie-gestion à côté, en fait, en plus de l'école de communication, en me disant, bah, ça va m'aider à atteindre mes ambitions plus vite. Et je me rappelle qu'un jour, je suis arrivée à un stage en Suède, où c'était une des plus grosses agences de communication au monde. Donc j'étais hyper fière de moi, je me disais, ah, ouah, trop bien, ça y est, top of the world, j'ai réussi, Mhm. voilà. Et puis les premières missions qu'ils m'ont demandé, c'était de booker des billets d'avion, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a une différence entre ce que j'ai dans la tête, ce que je suis capable de faire, et ce qu'on me demande de faire. Et parce que le monde dans l'entreprise, en fait, bah, il est comme ça. Il est que bah, en fait, tu commences en bas et on te donne des responsabilités en fonction de l'âge que tu as, plutôt qu'en fonction de tes compétences, de tes capacités. Et je me disais, moi, j'ai pas le temps pour ça. Je vois bien que j'aime pas la hiérarchie. Je respecte pas trop les règles à ce niveau-là. Donc, je me disais, il y a un truc qui va pas, en fait. Et du coup, pour me confirmer ça, l'année d'après, je me suis dit, je vais me confronter, je vais lancer mon projet. Donc, j'ai lancé une petite association qui est un guide de Paris. Donc, j'ai fait ça pour tester, en fait. Et en même temps, je me suis dit, je vais aller dans la boîte la plus grosse que je peux avoir. Donc, je suis allée chez L'Oréal, en fait, en stage. Et comme ça, je vais voir laquelle me remplit le plus, m'avoir le plus de satisfaction. Et en fait, tu vois, bah, finalement, faire ma petite carte de Paris, ça m'a apporté beaucoup plus de satisfaction que mon stage chez L'Oréal. Et c'est comme ça qu'après, je suis allée master entrepreneuriat. Oui, tu t'es dit, en fait, quand je fais les choses moi-même. Ouais. Donc, il y a deux choses. Ce que j'entends, c'est comme j'ai eu quelques années dans le mannequinat, Mm. j'ai pas le temps, entre guillemets, Mm. de prendre le temps. Ouais. Et le deuxième élément, c'est, tiens, quand je compare le stage chez L'Oréal et l'asso que je monte moi-même et je fais les Mm. choses moi-même, bon, ça m'apporte plus de satisfaction. Et Ça. effectivement, et un côté, bah, c'est à toi de définir tes propres règles. On va pas te dire, bon, bah, il faut commencer par les billets d'avion, puis par l'agenda, puis par ci, avant de... Voilà. Ok, Tu fais ton super. truc. Donc, j'arrive à l'ESCP comme ça, master entrepreneuriat. Et à la sortie de ça, ils disent, bah, faut monter une boîte ou faire un stage. Enfin, si tu veux, moi, j'avais pas à refaire encore un stage, Mhm, j'en ai mhm, compris. Donc, mhm. je me suis dit, bah, je vais monter une boîte. Là, on se met avec une amie qui avait aussi fait le master, Emeline. Et puis, on cherche une idée. On est en plein Covid, tu vois, nous, on a zéro idée. On se dit, bah, on va faire une école qui forme aux réseaux sociaux. Parce que, je sais pas, moi, je venais de la com, en fait. Donc, je me disais, voilà, il y a un truc à faire là-dedans. Oui, donc tu voyais peut-être avant beaucoup de gens, pas avant tout le monde peut-être, mais déjà avant beaucoup de gens, que les réseaux sociaux, c'était un truc business. C'était pas juste Ouais, ah, c'est rigolo d'être sur ouais. Instagram ou ok. Ah, complètement. Moi, je voyais Mhm. ça vraiment en mode business. En Mhm. fait, je m'étais dit, il y a une montée des écoles sur des compétences en mode bootcamp, tu vois. Il y a John Lyon, par Mhm. exemple. Il y a ceux Ouais. qui se mettent sur les commerciaux. Ouais. Le wagon pour Voilà, le les wagon sur le développeurs. code. Ouais. Et en fait, je me disais, mais on peut faire carrément la même chose sur les réseaux sociaux Mhm. parce que c'est une compétence à laquelle aujourd'hui les gens sont pas trop formés. Parce que moi, je l'avais vu en école de communication, en fait, qu'on nous forme pas aux réseaux sociaux. C'est une compétence à laquelle on peut être formé rapidement. Et en même temps, c'est une compétence qui est hyper mesurable parce que bah, soit tu fais des posts et ça marche, voilà, soit ça marche pas, tu vois. Mhm. Donc on peut vraiment évaluer assez vite. Donc ça, c'était le plan. Dans la pratique, j'ai pas du tout. En fait, j'ai beaucoup parlé du projet sur les réseaux sociaux, mais je l'ai pas du tout exécuté, quoi. En fait, et j'ai fait ça pendant 1 an, tu vois. Donc je parlais du projet, mais je faisais rien. Enfin, au point où, tu sais, j'ai jamais regardé les fichiers de comment tu fais des petits financements OPCO ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, si tu devais faire un projet Le Wagon, c'est une des premières choses que tu regarderais. Tu regarderais peut-être des lieux, tu regarderais peut-être des profs. Enfin, j'ai rien fait de tout ça. Et au bout d'1 an, je me suis dit, bon, bah, en fait, faut que j'arrive à la réalisation que je suis pas une CEO, tu vois. Hyper intéressant par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Ouais, Mhm. je suis pas une CEO. Mhm. J'ai essayé, mais en fait, je suis beaucoup plus créative que ce que je pense. Et là, j'ai rebouclé intérieurement avec la moi de 18 ans qui avait voulu faire une école d'art, en fait. Et je me suis dit, bah, c'était quand même pas complètement par hasard. Et finalement, ce que j'aime aujourd'hui dans mon quotidien,
c'est écrire mes posts LinkedIn, quoi, écrire mes contenus, écrire ma newsletter. Et donc, en même temps, il y avait des gens qui commençaient à repérer ce que je faisais, qui me demandaient d'être coachée. D'accord. Donc, c'est venu assez naturellement à Parce moi. que, en fait, voilà, naturellement, quand tu disais j'ai parlé du projet pendant 1 an, bah, tu faisais des posts, etc. Ça Ouais. t'amusait. T'étais Ouais. pas mauvaise à ça. Ouais. Donc, ton audience grandissait. Ouais. Et il y a certaines personnes qui sont venues te dire bah, est-ce que tu fais sur ton compte Oui. Est-ce que tu peux m'apprendre à le faire C'est ça. C'est une école de création de contenu. Mais C'est différent. exactement ça. Ouais. Et au début, je refusais parce que je me disais, mais non, moi je suis une CEO, je suis pas, tu vois, je suis pas une coach. J'aimais pas, tu sais, j'avais un peu ce dilemme d'ego, en fait, de me dire, mais Qu'on non. trouve beaucoup. Hein. Moi, justement, énormément. depuis que j'ai lancé ma formation de coaching, alors, Ouais. contrairement aux autres formations, on attire beaucoup d'anciens start-upers, d'entrepreneurs, etc. Et ils veulent faire ce métier, ils adorent ce métier, mais ils veulent pas s'appeler coach. Donc, Ouais. on a des discussions assez rigolotes là-dessus. Ouais, j'accompagne beaucoup de gens, j'en vois Mm. beaucoup qui refusent l'appellation coach, qui aiment pas ça. Et moi, ça a pris du temps aussi, mais du coup, il y a un moment où j'ai lâché, en fait, je me suis dit, en fait, fuck it, c'est pas grave, finalement, c'est là-dessus que je suis bonne, il y a une place à prendre, et en fait, du coup, je serais la meilleure des solopreneurs coach sur le sujet. Et donc, il y a un moment, j'ai assumé la position, j'en ai fait un post. Pour moi, c'est toujours hyper important. En fait, dès qu'il y a une décision qui se prend, je fais un post, ça me permet d'assumer aussi. Et de il y a un côté accountability. À partir du moment où je le dis aux gens, bah, ouais. Et ce que j'entends, du coup, on ouvre juste une porte, mais on pourra y revenir après dans l'épisode, mais c'est que tu dis, je suis très créative, j'aime faire mes posts LinkedIn, mais c'est aussi un de tes terrains, j'imagine, de dev perso. Parce que j'entends que le fait d'assumer la décision, etc., enfin, quelque part, bah, tu es obligé de travailler un peu sur toi, de dire, OK, qu'est-ce que je fais pas pour le faire. Complètement. Hein. Pour moi, l'écriture, en fait, c'est thérapeutique. Hein. C'est même, c'est au-delà de... Oui, alors dev perso, thérapie, pour moi, c'est tout mélangé. Oui, je suis d'accord avec toi. En même temps, tu vois. Ouais. Mais franchement, l'écriture, ça m'a permis de prendre confiance, d'assumer, tu vois, qui tu es. Donc, en fait, ça t'ancre, tu vois, beaucoup plus dans ce que tu es, dans tes décisions. Et ça te donne une direction. Donc, moi, c'est toujours ce que je dis à mes clients, d'ailleurs, quand ils viennent en coaching avec moi, c'est qu'en général, ils viennent avec des problématiques business, tu vois, et pro. Et ils ressortent aussi avec des réflexions perso, en fait. Et une évolution à ce niveau-là. Mais ça, moi, je peux témoigner. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit à mes auditeurs, mais toi, tu le sais. Depuis que j'ai commencé à me mettre sur LinkedIn, moi, au début, j'y suis allée à reculons, il y a quelques années, en mode c'est un mal nécessaire. Mais vraiment, l'anecdote aussi, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai quitté le fonds d'investissement où je bossais, Isaïe, j'ai supprimé mon compte Twitter, alors que j'avais peut-être, je sais pas, 6 ou 7 000 followers. À l'époque, c'était pas trop mal, c'était machin. Et genre, ma collègue qui est encore chez Isaïe, quand elle l'a appris, elle a pété un plomb. Elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas filé ton compte? Ça m'aurait fait gagner un temps fou. Et moi, j'avais même pas cette notion-là que peut-être avoir une base de followers, ça pouvait avoir un peu de valeur. Et donc voilà, j'y suis allée à reculons en me disant, bon, j'ai pas le choix. J'ai fait, il y a quelques années, moi j'ai fait un bootcamp avec Nina Ramen, qui est, je pense, une de tes consoeurs. Et on était en groupe, etc. Et au bout d'1 mois, elle nous avait poussé, en fait, le but du bootcamp, c'était de poster tous les jours pendant 1 mois. Ouais. Et au bout d'1 mois, j'ai acquis 2 convictions. La première, c'est que c'était l'équation pour mon business était claire. Je postais, j'avais des DM de gens qui voulaient faire mon coaching. Donc j'avais trouvé... Autant j'avais déjà développé un peu mon activité, même pas mal avant de faire ce bootcamp, par mon réseau, par d'autres façons d'avoir des clients, mais j'avais pas d'équation mesurable, si tu veux, et limite prédictible. Quand je suis sortie du bootcamp, je me suis dit, OK, conviction 1, il y a une équation prédictible, et LinkedIn est un maillon de cette chaîne. Et la deuxième conviction, c'est je ne veux pas faire ça. Je me souviens, après c'était aussi très intense de faire tous les jours, mais je me souviens que, je sais pas, j'emmenais mon fils au manège et entre 2 coucou maman, j'étais là en train de répondre aux commentaires et tout. Ouais. Et donc du coup, j'ai délégué. Donc je continuais moi à écrire ce que j'ai envie sous forme de draft, etc. Mais j'ai délégué à différentes personnes géniales qui s'occupaient de mon LinkedIn. Et l'année dernière, j'ai ressenti le besoin de me réapproprier mon LinkedIn. C'est à ce moment-là que j'ai fait appel à toi, donc de le reprendre moi-même. Et c'était moins... Alors, sur la partie plus business, c'était plus une discussion que j'avais eue avec mon associé, avec Raph, de dire,
en fait, là, on sent plus que c'est toi et surtout, on a l'impression que c'est toi d'il y a quelques années, alors qu'entre-temps, tu as vachement évolué. Donc, c'est dommage. On veut que ce soit plus authentique. Mais disons que voilà, il y a moins de rationnel business que de rationnel thérapie ou santé mentale, de se dire si je me réapproprie mon LinkedIn, je vais m'asseoir et me poser des questions parce que, comme tu dis, ça ancre vachement. Nous, dans la méthode de coaching 108 milliards, alors l'écriture est un des piliers fondamentaux. On appelle ça le téléchargement de pensée. Mais je trouve qu'il y a encore, c'est encore deux exercices différents de juste faire le téléchargement de pensée, le journaling et de faire des exercices que nous, on préconise à nos clients et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde, en fait et notamment, moi, ici, il y avait un autre point essentiel, c'est de voir tes réactions. Bah, typiquement, tu fais un post et tu n'as pas beaucoup de likes. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça génère pour toi? Et donc, on est tous là-dedans, en fait. Les réseaux sociaux, c'est aussi un jeu, entre guillemets, ça peut être un jeu très dangereux pour la santé mentale. Si on ne se dit pas que... En fait, moi, je me suis dit, c'est un terrain de jeu pour voir où j'en suis. Sur mon rapport à moi, sur mon rapport à la reconnaissance des autres, etc., etc. Donc, je confirme juste tout ça pour dire que je confirme que je suis venue à toi plutôt sur d'autres sujets que vraiment, OK, j'ai envie de faire des posts LinkedIn pour mon business. Ouais, bah les deux sont... De toute façon, c'est mélangé. Enfin, c'est pour ça que moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux questions de thérapie, de créativité, de dev perso, aux techniques de coaching, parce que, en fait, je pense qu'on ne peut pas dissocier. En fait, c'est un sujet tellement personnel, le personal branding, justement, mais son nom l'indique, en fait, au final, qu'on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas se dire ah, je vais y aller, je vais faire des posts, et puis ça va faire du bien, ça va faire de la visibilité pour mon business. Enfin, on peut, mais on est un peu dans le déni, en fait. Je pense qu'il y a toujours un moment où on se fait ramener plutôt à la réalité, en fait, qui est... en fait, ça nous impacte quand même, personnellement. Et c'est lié à notre propre créativité à nous, et notre propre créativité à nous, elle est humaine, fondamentalement. Et là, c'est des enjeux qui sont différents de l'entreprise. À chaque fois que je dis un truc, j'ai envie d'ouvrir 1000 portes, mais vous inquiétez pas, vous me connaissez, on va refermer les portes petit à petit. Mais là, tu parles justement, ce dont j'ai l'impression, c'est que la créativité, c'est un sujet qui te passionne et que les gens qui viennent te voir, c'est vraiment aussi pour trouver leur chemin vers la créativité. C'est pas... Et j'imagine que d'autres coachs LinkedIn se positionnent un peu différemment. C'est pas juste OK, je viens, je veux trouver ce que j'ai à dire et je vais le dire. C'est un rapport à soi qui est aussi différent. Mais du coup, ma question pour toi, c'est il y a des gens qui, par exemple, vont déléguer tout leur LinkedIn à des pros et qui vont en être satisfaits parce qu'au niveau business, ça peut cocher les cases. Mais toi, tu dis même ces gens-là, à un moment, vont être impactés ou c'est juste que c'est deux typologies de besoins et de gens différents? Je pense que c'est deux types. Je pense que si tu prends la décision d'écrire quand même toi-même les contenus, là, tu es forcément obligé de considérer, en fait, le travail de personal branding aussi d'un point de vue dev perso, thérapeutique, créativité. Tu peux pas dissocier. Mais par contre, si tu t'en occupes pas, c'est-à-dire que si tu délègues complètement le sujet, là, tu es moins... Enfin, t'es pas dedans, quoi. T'es pas, tu vois, les mains dans le cambouis à créer le contenu. Donc, tu es moins impacté. Par contre, ce qui peut se passer, c'est ce qui t'est arrivé un petit peu, c'est qu'à un moment, tu as une dissociation d'image, en fait. Parce que c'est comme si, quand même, quand on fait du personal branding, donc on crée une image de soi, quoi. Donc, en fait, il y a une Mounia qui existe en ligne, il y a une Maud qui existe en ligne, mais qui n'est pas vraiment nous. Voilà. Mais elle existe. Donc, c'est comme si vraiment on travaillait sur ce personnage-là de film. Et en fait, quand on laisse quelqu'un d'autre travailler là-dessus, on peut avoir un sentiment de... Tu sais, ça peut faire grandir le sentiment d'imposture, par exemple, de se dire, c'est pas complètement nous, d'être désaligné. Donc, je pense qu'il y a un moment, oui, quand même, où ça fait un peu Cyrano de Bergerac, tu vois. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Cyrano de Bergerac 2.0, quoi. Il y a eu un moment où j'ouvrais mon compte LinkedIn et même si les posts avaient marché, je me disais, mais jamais j'aurais dit un truc pareil. Et effectivement, c'est très, très bizarre. Donc, la morale, c'est que si on a envie de complètement déléguer, il faut limite pas ouvrir LinkedIn. Ouais, mais je pense qu'il y a un moment où ça nous rattrape. Tu le vois forcément parce qu'après les gens ils viennent t'en parler, tu vas te dire j'ai bien aimé le post que tu as fait, tu vois, si tu te fais inviter sur un podcast et on te rend compte que tu n'as pas du tout la même, enfin tu vois, ça peut prendre des proportions, voilà, au début c'est un petit jeu qui peut marcher, mais effectivement je pense qu'il y a un moment où Cyrano de Bergerac, c'est vraiment l'effet que ça peut faire. Mais voilà, parce que
contrairement à toi, donc toi, ce que j'entends, c'est que finalement, tu es arrivé à coacher des gens sur LinkedIn, d'abord parce que tu aimais le faire et que même encore aujourd'hui, c'est quand on regarde les activités de ta journée qui te nourrissent et tout, faire ton post, faire ta newsletter, ça te nourrit. Ouais. Moi, j'en suis pas là. et justement, moi, j'ai aussi fait ma paix à me dire peut-être que moi, ce qui me nourrit, voilà, c'est ça, c'est le podcast. Ça donne beaucoup d'énergie. Et coacher des gens. J'adore coacher des gens. Mais du coup, je me suis dit que je voulais plus complètement déléguer mon LinkedIn, ça c'est sûr. Mais je pense que je ferai des allers-retours. Mais peut-être, justement, il faut que je trouve un rythme où je fais des allers-retours plus doux, plus fréquents. Enfin, il faut que je trouve le... C'est pas simple, hein, en vrai, c'est une vraie question. Ouais, mais il y a des équilibres. Après, oui, effectivement, je pense que tu peux zoner entre les deux. C'est pas facile à trouver, mais en tout cas, globalement, de toute façon, tu vois, c'est quelque chose que je dis toujours en créativité, c'est qu'il n'y a pas de règle, quoi. Donc, il n'y a pas de bonne manière de faire ou de mauvaise manière de faire. Et le plus important, c'est de trouver soit son propre équilibre. Et puis après aussi, c'est des choses qui évoluent. Oui. La Mounia d'aujourd'hui n'a pas les mêmes problématiques que la Mounia d'hier, ni celle de demain. Et du coup, forcément, tu prendras pas les mêmes décisions. Oui, ça c'est clair. Et justement, donc, si on fait un zoom sur la créativité, déjà, comment toi tu définis la créativité ? Je sais pas. J'adore. Non mais en vrai, quoi pour toi parce que ce que j'entends, c'est que c'est pas juste la créativité qu'on pourrait mettre derrière artistique ou qu'en fait on a plein de formes de créativité. Parce qu'à première vue, si on se pose pas trop la question, on pourrait se dire qu'un post LinkedIn c'est pas de la créativité. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tu trouves ? Non, mais de l'extérieur, avant de connaître le monde de LinkedIn, moi, tu m'aurais demandé il y a 5 ans, j'aurais dit non mais... En plus, à l'époque, les posts, c'était cher réseau, je cherche à recruter un stagiaire. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pas un truc. Je pense que dans l'inconscient de beaucoup de monde qui ne s'est pas encore intéressé à ce sujet, c'est pas ce qu'on imagine. La créativité, on s'imagine un tableau, une photo, une musique, tu vois. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on prenne le temps de définir un peu. Ouais, ok. Dans ce cas-là, pour moi, je dirais c'est plus un mode de pensée, en fait. La créativité, je vois plus ça comme ça. Alors, en fait, je pense que j'ai le défaut là-dessus, tu vois, d'avoir lu tellement de trucs que du coup, tu sais, t'as le défaut de l'expert, quoi. Tu t'arrives plus après à simplifier, en fait, la pensée sur une seule phrase. Mais pour moi, c'est vraiment un mode de pensée. C'est... tu sais, il y a cette expérience, en fait, qu'on fait souvent sur les enfants, par exemple, où on leur dit... assez rapidement, tiens, t'as un trombone, combien de manières d'utiliser ce trombone est-ce que tu peux trouver, tu vois ? Et là, les enfants sont beaucoup plus créatifs du coup que les adultes parce qu'ils vont trouver en général beaucoup plus de manières d'utiliser le trombone que les adultes. Et pour moi, c'est ça, la créativité. C'est être en capacité en fait à générer des idées qui vont être différentes de ce que la majorité fait, de générer beaucoup d'idées et de voir en fait un problème, une problématique sous un prisme qui va être nouveau. Mais nouveau et en même temps utile et intéressant, tu vois. Parce que juste faire quelque chose de nouveau finalement, ou de un peu fou, tu vois, ça c'est pas forcément créatif, mais il faut aussi que ça marche. Et je pense que c'est ça la créativité. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est pas juste nouveau et fou. Ouais. C'est utile, intéressant, utile aux autres. Et effectivement, comme tu le disais, les réseaux sociaux, c'est assez mesurable. Tu vois si ça intéresse les gens ou pas. Ouais. Qui va générer une émotion chez l'autre. Et après, tu peux choisir justement de dire, tu vas... Parce que quand on dit ça, peut-être certaines personnes peuvent se dire « Ah mais ce qui va intéresser la masse, c'est pas forcément ce que moi j'ai envie de dire. » Évidemment, mais au moins, même si ta cible est niche, ça va intéresser une certaine catégorie de personnes qui ont les problématiques dont tu parles, etc. Mais il y a quand même un miroir qui peut te dire si ce que tu as trouvé de nouveau est intéressant, quoi. Ouais. Okay. On va en tester. Et restons un peu sur le sujet de la créativité, puisque ça a l'air de te passionner. Même si j'ai du mal à la définir, mais c'est justement... c'est tout la créativité. Quand on est tellement passionné, on a l'impression que tout est créatif, tu vois. Mais du coup, comment toi, tu as beaucoup lu sur le sujet. Deux questions. C'est toi, comment tu prends soin de ta créativité et à quel point c'est important ? Alors, je vais poser plein de questions, mais comment tu en prends soin ? À quel point est-ce que c'est important dans ta vie perso, en tant que personne ? Pourquoi est-ce que ta créativité te nourrit ? Et l'autre question, et parce qu'après on va aller petit à petit vers le côté très business de cet épisode, mais c'est quoi le ROI business pour toi de prendre soin de ta créativité ? Tu vois un peu le...
Ouais. Ah, moi, c'est vraiment le cœur de tout, hein. C'est-à-dire que donc, comment j'en prends soin déjà, tous les matins, j'écris. Moi, je me lève, je sors du lit, je vais dans mon bureau. Je suis encore en pyjama, en culotte, quoi. Et je prends mon carnet et j'écris. J'écris 2, 3 pages, un maximum que je peux, et que le temps me donne à disposition. Mais déjà, ça, c'est une première manière pour moi de prendre soin de ma créativité. Mais t'écris en mode journaling ou t'écris... Ça dépend. D'accord. En fait, tu vois, parfois ça va être du journaling, donc parfois ça va être. En fait, c'est vraiment. Je prends ce qui se passe dans ma tête. Tu vois, Oui, c'est ce donc. que j'appelle moi le téléchargement de pensée. Ouais, oui. Donc c'est. Tu prends en photo ce qui sort. Ouais, ce qui sort. Donc souvent, en fait, c'est plus un témoin de mes obsessions. Tu vois. Donc je suis assez obsédée par l'heure à laquelle je me réveille, tu vois. Donc je commence souvent par dire Ah, je suis contente, j'ai réussi à me réveiller à 8h13 ce matin. Voilà. Après, ça part en tout doux parfois, tu vois. Parfois, ça part en qu'est-ce qui est important pour moi dans ma journée. Parfois, ça part en ah, je me suis engueulée avec mon mec, voici ce qui me traverse. Ou parfois, ça part en introspection, en fait, sur ma vie, ma famille, toutes les choses qui m'ont marquée. Et en fait, je comprends des trucs, tu vois, là-dedans. Et, cet espace-là, je pense que c'est hyper important parce qu'en fait, c'est un espace dans lequel je suis toute seule avec moi-même, tu vois, et où tu connectes avec toi-même, en fait. Parce qu'en fait, c'est assez rare, finalement, dans une journée, quand on y pense, d'avoir l'occasion de se rencontrer, quoi. De s'écouter, d'écouter sa pensée, tu vois, parce que sinon, on est soit occupé par les emails, soit occupé par des sessions de coaching, On écoute les autres, voilà, en avec fait. les autres. Si tu vois des potes, t'écoutes les autres, et effectivement, t'es toujours concentré en fait sur la connexion avec autrui, mais très peu avec toi-même. Et ça, je pense que c'est déjà la condition numéro 1 pour être créatif, en fait. C'est d'apprendre à s'écouter, à pas se juger aussi, à pas se laisser prendre par toutes les peurs, à se connaître. Tu vois, c'est vraiment une notion de mise à nu aussi, en fait, de savoir qui on est, d'accepter qui on est, et d'accepter en fait cette vulnérabilité, tu vois. Je vois ça un peu comme un... Et puis il y a un côté Ouais. très apaisant Ouais. dans se connaître nous-mêmes et de voir un peu ce qui se passe. Parce que, en fait, les pensées, elles s'arrêtent pas. Le bruit, il est incessant. On a beau se connecter aux discussions avec les autres, à ce qui se passe dans notre journée. En fait, là, ça s'arrête pas. Et j'ai l'impression que justement, si on prend pas le temps d'écouter par ce travail d'écriture, bah, ça devient de plus en plus fort. Et je vois tous les gens qui sont un peu... ça leur prend beaucoup d'énergie, d'ailleurs, qui sont perdus dans leur boucle mentale. C'est parce que leur cerveau leur crie « Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi » et qu'ils sont dans leur journée, quoi. Complètement. Tu vois, pour revenir sur l'expérience du trombone, par exemple, pourquoi parce qu'en fait, tout le monde est créatif, finalement. Tout le monde a normalement, naturellement... Enfin, d'ailleurs, les gens les plus créatifs au monde, c'est les enfants, quoi. Donc, on a tout ça en nous. Mais on l'oublie. On le perd parce qu'il y a un moment où la société prend le dessus et puis on nous dit ah bah non, le monde ne fonctionne pas comme si. Un trombone, ça sert juste à accrocher des feuilles. Voilà, il y a des règles, il y a des choses. Et puis du coup, on se juge après sur nos propres idées. On se dit bah non, c'est pas possible, bah non, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est ça qui nous empêche, quoi. Donc Julia Cameron, elle parle d'une personne qui est à l'intérieur de nous et qui nous censure. Donc c'est notre censor, elle le dit en anglais. Donc, et ça, cette personne-là, à l'intérieur de nous, bah, le but du jeu, en fait, c'est de la faire taire. Et un des premiers moyens, justement, c'est d'écrire pour soi, déjà, parce que comme ça, en fait, là, il n'y a rien à juger, le sensor, il n'a rien à dire. Et donc, on apprend, en fait, à se connecter avec cette part de nous. Donc ça, ça peut paraître assez simpliste, mais c'est vraiment le moyen dont je prends le plus soin de ma créativité, je dirais, au quotidien. Après, je fais attention à ce que je lis, à ce que je consomme. Moi, j'ai des règles un peu bêtes et méchantes où je ne vais pas sur les réseaux sociaux avant 14h. J'essaie de ne pas regarder mes emails. Je limite vraiment mon téléphone portable au maximum. Tu vois, je suis toujours en ne pas déranger. J'essaie de limiter au maximum les écrans parce que ça, c'est des choses qui bouffent aussi la créativité. Et ça, c'est des choses que tu as lues et que tu as testées ou intuitivement, tu sentais déjà que ça te faisait pas du bien? J'ai lu, j'ai testé intuitivement aussi. C'est à confirmer, quoi. Tu sens que Mais c'est ça te fait super pas du bien, intéressant ouais. qu'une experte des réseaux sociaux nous dise qu'elle va pas sur les réseaux sociaux avant 14h. Donc c'est-à-dire que toi, tu postes jamais sur LinkedIn avant 14h? Non. D'accord. Okay. Non. Ouais, non, faut pas me parler. Ouais, non. Non, parce qu'en fait, tu sais, le matin, c'est le moment où t'as les ondes θ en plus. C'est les moments qui sont les plus. Donc, ton inconscient est le plus actif, en fait.
Et du coup, si tu mets déjà en fait des pensées d'autres gens à l'intérieur de toi, tu as moins l'occasion de pouvoir penser aux tiennes. Mais en gros, pour résumer l'idée générale en fait de la créativité, c'est que en fait, c'est pas comme si il fallait l'améliorer, c'est plus comme si en fait c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais il y a des choses qui nous empêchent de l'être. Euh, voilà, c'est plus ça. Et donc le but du jeu, pour prendre soin de sa créativité, c'est d'éliminer toutes les choses qui nous empêchent de l'être. C'est de lui laisser de la place, en fait. Voilà, Ouais, en fait, c'est de lui laisser laisser de la place. s'ouvrir. Ouais. D'accord. Donc, prendre le temps, laisser du temps. Donc, tu sais, moi, je passe beaucoup de temps aussi juste à contempler. Tu vois, genre, par exemple, dans le train, moi, je peux rester dans le train comme ça avec mes écouteurs et de la musique et puis regarder le paysage défiler, mais tu peux me laisser 3 heures comme ça, tu vois. Mm. Il y a plein de gens pour Il faut qu'ils ça... s'occupent dans le train. Ouais, ça paraît assez fou. Après, je teste aussi en ce Mais moment. c'est là où on voit le sujet thérapeutique, etc. Ouais. Parce que faut être bien avec soi-même. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas rester 3 heures comme ça parce que en fait, c'est 3 heures avec eux-mêmes et c'est insupportable parce que le bruit intérieur est parfois nauséabond si tu l'as jamais sorti, en fait. Ouais, parce qu'il y a trop de pensées qui arrivent, trop d'émotions, trop tout ça. Mais en fait, tout ça, justement, bah, si on leur laisse du temps à un moment, enfin, si on les connaît, bah, après ça, c'est un peu comme si c'était un... Voilà, c'est un univers, enfin, il y a d'abord, il faut passer le lac, voilà, le lac des émotions, il est là, on est obligé de passer par ce lac, voilà. Mais après le lac, il y a une vallée dans laquelle, là, il se passe plein de choses. Mais pour y aller à cette vallée, il faut d'abord passer par le lac. C'est un chemin, on est obligé, voilà. On est obligé. Ouais, non, mais t'as raison. Hier, j'étais en supervision 108 milliards et une des coachs a cité une coach américaine qu'on aime bien qui dit The only way to go out is to go through. Ouais. En fait, il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu ça, en fait. Obligé de passer. Et ce que je disais, c'est aussi en ce moment, là, je teste... je fais des semaines solo. Donc cette année, pour la première fois, je suis partie toute seule dans un hôtel. Et là, je pars sans l'ordi. Et je mets le portable en mode avion aussi. Je pars avec quelques livres, tu vois. Et là, c'est méga connexion à tout ça. Mais tu sors de là, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'appelle ça les jours ou les semaines grottes. Ouais. Parce que justement, je me suis rendu compte que je mettais déjà dans mon agenda pas mal de ce que j'appelle du me time. Donc, c'est du temps où je travaillais pas ou qui sont pour moi. Mais sauf que je le remplissais de choses qui me font très plaisir, mais qui sont pas seules avec moi-même. Notamment, tiens, je prends un nouvel accompagnement de je sais pas quoi. Je vais le mettre là. Et justement, ma coach m'a un peu cornerisée en me disant, on va séparer me time et growth time. Ah ouais. Et de voir comment, en fait, c'est pas si évident à tenir, parce qu'on a toujours des sollicitations extérieures, parce que, après, on va parler de notre business et tout. Et en général, moi, ce que je remarque là où j'en suis de mon dev perso, c'est que c'est beaucoup plus facile pour moi de pas honorer mes growth time que de pas honorer mes coachings avec les gens. Donc, même je le dis, parce que quand je fais faire l'agenda à mes clients, je leur dis que l'enjeu, c'est pas du tout d'être hyper productif, de remplir son truc. C'est, pour beaucoup d'entre nous, c'est de sacraliser certains moments de rien et de les respecter. Et beaucoup, moi, mes clients, c'est des dirigeants, c'est des entrepreneurs. On a plutôt le problème de workaholisme plutôt que... Et je leur dis, faites le test, regardez. Là, vous voyez sur mon agenda, je vais vous le partager. Vous voyez que le 15 novembre, j'ai un jour grotte. Envoyez-moi un WhatsApp le 13 en disant « Mounia, j'ai une urgence, est-ce que tu es dispo le 15 ?» Et vous verrez que je répondrai « Mais oui, bien sûr, pas de problème. » Donc, tu vois un peu le... Ouais. Toi, genre, aujourd'hui, tu arrives vraiment à honorer ces moments-là et à pas les faire manger, entre guillemets? Ouais, cela, en tout cas, quand je pars... Mais après, justement, moi, je pense que c'est... je pense que c'est parce que c'est difficile. Moi, j'ai pas confiance en moi sur... de la même manière, tu vois, si je faisais ça à Paris, je pense que j'aurais trop de sollicitations, ça serait trop compliqué. Et en fait, c'est parce que je sais à quel point c'est difficile que je suis obligée de me coincer dans des situations. En fait, j'ai pas d'autres possibilités, tu vois. Ouais. Donc, pas d'ordi. Voilà, je prends pas l'ordi. T'es ailleurs. Le portable est en avion, je suis ailleurs, je connais personne, je suis toute seule dans cet hôtel, tu vois. Donc, en fait, même si je voulais, de toute façon, je pourrais pas, tu vois. Donc, je me mets vraiment dans une situation où je peux pas faire autrement. Parce que sinon, je sais que j'ai pas confiance en ma résistance. Mais en vrai, personne ne devrait avoir confiance en sa résistance. Parce qu'elle est... Ouais. Moi, j'aime bien dire, pour moi, cette résistance, c'est de la motivation. C'est-à-dire, je sais que
Je dis la motivation, c'est la pyramide du monde. Elle est Ouais, jamais ouais. là quand j'ai besoin d'elle. Non, mais oui. Donc, c'est pour ça que moi, c'est Ouais, plus, je compte sur le cadre, ouais. Tu te la cornerises, discipline. quoi. Ouais. Ouais, voilà, je me piège en fait. Et puis Ouais. après, là, je me dis, bon, bah là, voilà, là, il n'y a plus le choix. Ouais. Je suis obligée de faire ça. Et donc tout ça, tout ce que tu Le mets en ROI, place, ouais. ça prend vraiment soin de ta créativité. Et Ouais, comme tu dis, l'enjeu, c'est pas de l'augmenter, c'est juste de lui laisser de la place pour qu'elle s'exprime. D'enlever toutes les couches qui sont au-dessus, en fait. ouais, voilà, Tous les trucs, etc. c'est ça. Ok. Et donc du coup, si on... C'est quoi le ROI, Ouais, alors perso et business, de prendre ouais. soin de ta créativité? Donc ce que j'entends déjà, c'est que pour toi, c'est le cœur du réacteur. Ouais, pour moi, c'est hyper important. Mais après, bon, il y a aussi que moi, personnellement, c'est hyper lié à mon activité. Mm. Déjà, tu vois, déjà j'accompagne des gens là-dessus. Mm. Alors après, c'est vrai, tu vois, il y a d'autres coachs LinkedIn qui, je pense, ne s'occupent pas du tout de ce sujet-là, en fait, qui sont très growth, par exemple, très acquisition, très outbound marketing. Enfin, c'est souvent des choses que je touche pas du tout. Donc, dire, j'ai aussi choisi mon. Oui, Tu et les vois, gens vont venir chercher ça chez toi, et puis après, ils peuvent faire voilà. d'autres accompagnements s'ils Voilà. veulent, quoi. Mais du coup, tu vois, comme ils viennent chercher ça chez moi, bah déjà, j'ai un devoir en plus de devoir l'exprimer. Et puis, il se trouve que, en fait, ça m'intéresse tellement. Enfin, je le fais naturellement. Et donc, enfin, tu sais, c'est un peu le fou la poule, quoi. Est-ce que c'est parce que je m'y intéresse que, du coup, il y a des gens qui viennent à moi pour ça? Je pense que oui. Moi, j'appelle ça l'alignement. Ouais, voilà. Mais maintenant que ça arrive, bah, je me dis, bah, voilà, je suis quand même obligée aussi de le faire. Et après, moi, je le vois, enfin, en tout cas, je suis assez persuadée que tu vois la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui suivent mes contenus sur LinkedIn, plus de 23 000 aussi dans la newsletter. En tout cas, ce qu'on me dit toujours, c'est que euh, je vais aborder peut-être des sujets qui sont les mêmes sujets que tout le monde, mais je vais toujours le faire avec un petit twist qui va surprendre. Ouais. La créativité. Et ça, Mm. bah ça c'est ça, quoi. Mm. C'est le principe Et même de c'est la ce qui fait créativité. l'énorme différence entre tes contenus Ouais, et plein de gens qui essaient de créer du contenu sur les mêmes sujets, mais voilà, ça prend pas, quoi. exactement. Donc, et d'ailleurs, moi, ça m'avait vachement apaisé. Je crois que c'était notre première session. Mm. Où, tu vois, parce qu'on entend plein de choses sur LinkedIn. Ah, il faut poster à une certaine heure, il faut aller commenter les autres. Faut faire... Tu m'as dit, non, Mm. mais arrête. Mm. Bien sûr, il y a des algos, mais en fait, fais des bons posts. Si tu fais Ouais, des bons posts, les gens, ils vont trouver ça cool. Il ouais. n'y a pas d'autre. Et c'est tellement apaisant. Mm. Ça veut pas dire que c'est facile, etc. Mais Mm. au moins, la règle, elle est claire. Et donc, j'entends que quand on comprend ça, on se dit, bah, la créativité, c'est ton asset principal. Ah ouais. Moi, je suis persuadée de ça, en fait. Puis je suis persuadée qu'en fait, les gens, ils le voient, quoi. En fait, ils voient la différence. Et c'est comme ça aussi que tu crées des contenus qui restent dans la tête des gens, tu vois. Et c'est là, après, que tu deviens top of mind. En fait, tu as plusieurs stratégies, hein. Soit tu forces your way in, tu vois, à la tête des gens parce que tu es là tous les jours et puis que, du coup, ils n'arrivent pas, d'une certaine manière, à faire autre chose que de te voir, toi. Soit tu crées un contenu, en fait, qui leur génère une émotion et qui est tellement forte, tu vois, qui crée une connexion avec eux, qui fait que tu te dis, waouh, tu vois, t'y penses et t'y penses pendant longtemps. Il y a des livres que tu as lus, peut-être, que tu as lus il y a 10 ans, mais tu te souviens encore du nom de l'auteur. Bien sûr. Et pourtant, c'est la seule chose que tu as consommée d'eux. Ou une phrase ou une citation d'un livre qui te marque à jamais, Ouais, quoi. tu vois, et c'est ça le but du jeu, quoi. Et t'as pas besoin de le voir tous les jours. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as une approche limite littéraire Mm. et artistique Ouais. d'un domaine que beaucoup de gens pourraient imaginer très boring. Oui. Ok, je fais des posts LinkedIn parce que c'est bien pour mon business et puis ça me Mm. ramène des clients, mais tu sais, à la limite, il y aurait peut-être plein de gens qui se diraient c'est pas là que je vais exprimer ma créativité, je vais Ouais. faire de la poterie le week-end, mais LinkedIn, c'est comme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et de pouvoir se dire aujourd'hui, on a des terrains de jeu, on a des bacs à sable d'expression de créativité qui sont tellement plus divers et qui peuvent justement servir notre business. Mm. Parce que tu aurais pu écrire les mêmes contenus, je sais pas où, dans un café. Et que les gens, voilà, les 15 clients du café peuvent te lire. C'est pas la même chose que te dire, bah, en fait, je le fais sur LinkedIn. Ah, by the way, il commence à y avoir des gens qui me demandent de les coacher là-dessus parce qu'ils trouvent que ce que je fais est bien. Ah, bah, by the way, ça me crée en fait mon business. Mm. Et du coup, transition, j'imagine. T'as vu? Ouais. Oh Waouh. là 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 là. Est-ce que tu t'es dit au départ, bah, on va le faire dans l'autre sens plutôt. Aujourd'hui, t'en es où de ton business? En Ouais. termes de taille, en termes de chiffres, Ouais. etc.
Là, aujourd'hui, sur 2025, normalement, je vais finir à 300 000 de chiffre Toute seule, d'affaires. Ouais, comme une grande. Bravo. comme une C'est grande. chapeau. C'est super beau. Je dis normalement Ouais. parce que si tu veux voir un peu les détails, là, j'ai 270 000, tu vois, qui sont vendus. Mhm. Et il me reste encore à la fin de l'année, je vais lancer un autre programme. Normalement, je sais que je fais 20 000 avec ça. Ouais. T'as les sponsors, les machins, les coachings. Enfin, donc, normalement, c'est sûr que... On enregistre cet épisode le 23 octobre. Ouais, Elle va faire ses 300 000, je vous le dis. 300 000, 320, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Voilà, moi, l'évolution, ça a été l'année où j'ai dit, en fait, ok, je suis solopreneur, où j'ai assumé. Je suis passée de... C'est l'année où je suis passée de 40 à 140. Tu Ok. vois. Donc j'ai fait x3. Parce que les 40 que tu faisais avant, tu les faisais comment? Avec le Social Hack Club, avec le projet, je faisais des petites Ah, masterclass, je prenais ah des... d'accord. J'avais quand Oui, même, tu vois, des quand des même. petites activités, mais puis j'avais D'accord. commencé un petit peu le coaching, donc je faisais ça D'accord. comme ça. Donc ça, c'était l'année, enfin si on refait c'est quoi, c'est 2020? Ouais, 2021? ouais, 2021, j'ai plus exactement là, mais oui, je pense que c'est ça. Ok, et donc là, tu passes à 140 en Ouais, faisant un post, entre guillemets. Je fais un peu de storytelling résumé. Je fais un ouais, post où je dis aux gens que maintenant, je peux accompagner des ouais. dirigeants, des entrepreneurs sur Je leur change mon personal branding branding. aussi, hein, Ouais. quand Oui, même. tu t'appliques à toi-même ce que Voilà, voilà, je tu es dis ta ok, première cliente en fait. c'est ça, j'ai ma page de vente, Ouais. je suis coach personal branding, Mhm, j'assume, je me fais un positionnement très défini, mhm. avec des offres, et puis après, tous mes contenus, en fait, sont liés à ça, et je lance la newsletter Ok, donc aussi. ça, tu passes à 140. Ouais, En faisant que du one-on-one, donc du ouais, que coaching du individuel. one-one, Mhm, voilà, que ça. mhm. L'année d'après, et puis après, ça, tu vois, entre 140 et 300, il a fallu 3 ans, quoi, Oui, donc quelque c'est chose comme ça. Donc, une jolie croissance de solopreneur. 140 à 180, puis après, la barre des 240 l'année dernière, Ouais. et là, aujourd'hui, 300, tu vois. Un beau playbook, Donc, hein, ça fait ça. franchement, bravo. Bah, merci. Et est-ce que le moment de lancer les groupes a été un levier ou pas forcément? Bah, ça m'a fait passer là de, tu vois, l'année dernière, j'ai fini à, je crois que c'est ça, 230. Mhm. Donc, tu vois, ça me fait presque quand même 100 000 D'accord, en oui, plus, hein. 230, c'était sans les groupes. Ouais. D'accord, oui, donc ça fait Enfin, 100 000 de plus, quoi. l'année dernière, j'ai fait mon premier groupe. Mm. Donc, tu Oui, vois, je c'était le pense tout que, début, quoi. voilà, sur 230, tu avais peut-être 200 justement qui étaient Mm. juste du coaching, et Mm. 30 qui étaient le groupe, la cohorte. Ouais. Et donc là, cette année, tu vois, on voit bien que, tu vois, entre le 200 et le 300, il y a 100 000 en fait qui sont générés par le groupe. Ouais. Par le groupe, ouais. Ouais. Et est-ce que pour toi, ça a été la même chose? Est-ce que tu prends le même plaisir en groupe ou pas? Enfin, est-ce que ça a été un... En fait, ma question, parce que je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de solopreneurs qui commencent par Mm. du one-on-one et qui à un moment se posent la question du groupe. Il y en a Mm. aussi qui font le contraire d'ailleurs, c'est Ouais. intéressant. Mais, et qui peut-être ont peur en se disant, Ouais. oh là là, c'est hyper différent. Est-ce que toi, tu t'es posé des questions? Est-ce Ah que tu ouais. as eu peur? Est-ce que... Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. d'accord. Ah, je me suis méga posé des questions, hein. Mais Ouais, tu y ouais. allais quand même parce que tu disais c'est la seule façon de faire grandir mon business ou... Oui, en fait, je me suis dit, bah, en fait, je pense que il y a plusieurs choses. Il y a déjà, effectivement, je me suis dit, bon, en fait, si je veux faire grandir le business, si je veux, parce que là, j'ai un projet, tu vois, j'ai envie d'écrire un livre. Donc, en fait, moi, j'ai un enjeu où il faut que je dégage du temps. Mm. Et en même temps, j'ai pas envie de toucher à mon chiffre d'affaires. Mm. Donc, c'est comment est-ce que je peux augmenter mon taux horaire moyen au Mm. final. Et sur le coaching, bah, le seul levier que j'ai, c'est augmenter le prix. Oui. Or là, aujourd'hui, je suis déjà à 600 de l'heure. Je pense que c'est quand même assez élevé, tu vois, pour ce que je délivre en termes de qualité, tu vois. Donc je me dis, ben là-dessus, je vais avoir du mal. Alors c'est peut-être une croyance, tu vois. Peut-être qu'il y a pas mal Je de... vais pas te coacher en direct, on va pas faire ça. Mais peut-être que je pourrais il va faire falloir que tu exploser viennes ça, voir 108 mais, milliards. mais dans la tête, Voilà. ouais, En là-dessus, tout c'est cas, tu un as ce peu... levier-là et tu t'es dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers? Parce que celui-là, pour l'instant, voilà, je le Voilà. vois pas. Et l'autre Mhm. levier, ben, c'est passer à de la cohorte, à du groupe. Et comme ça, je peux peut-être réduire le temps de one-on-one, faire un parcours formation avec des vidéos. Et comme ça, bah voilà, en fait, je m'extrais de l'équation, quoi. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, pour les gens qui sont dans tes cohortes, comment ça se passe? Ça dure combien de temps? Ouais. Ils regardent des vidéos. Donc, toi, tu t'es quand même, entre guillemets, frappée d'enregistrer plein de vidéos pour être prête pour ça. Ouais, je Mhm. me suis frappée. Ouais, pendant 3 mois, en fait. En plus, j'ai fait un truc le pire, pire, c'est-à-dire que je me suis... Bon, en fait, quand je me lance dans un nouveau truc, je pense que... En fait, je vois ça comme un... Ok, faut arracher le bandeau et en fait, faut y aller.
Et donc, je réfléchis en disant pour faire un petit truc simple, en fait. Donc, j'ai fait un bêta, d'ailleurs, dont Antoine Chauffru, Oui. que tu connais, a fait partie. Ouais. Antoine qui travaille avec moi chez 108 milliards et à chaque fois, c'est mon petit ange gardien LinkedIn. C'est lui qui m'avait dit il faut absolument que tu fasses le truc de Lina Raben. Mais limite, il m'a inscrit malgré moi à l'époque. Et là, c'est lui qui m'a dit il faut absolument que tu travailles avec moi. Donc, bisous, Antoine. Donc, j'avais dit ok, je vais lancer un bêta. En fait. Donc, je cherchais 10 personnes pour tester le programme avec moi. Et ça m'a rassurée, déjà. Parce qu'en fait, du coup, je ne l'ai pas vendu en disant voilà, le truc est sorti, c'est parfait. Enfin, c'était clair, en fait, dans le deal avec ces gens-là que j'étais en train de tester des choses. Et donc, ils ont eu, j'imagine, un prix préférentiel. Voilà, je leur avais fait à 1 000 €, tu vois, le premier. Donc, ce qui était OK. Et puis, il y avait quand même du temps de coaching avec moi en one-on-one. Il y avait quand même du temps, tu vois, de live. Donc, pour 1 000 €, c'était faire, tu vois. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de me mettre à l'étrier. Et en fait, c'est un programme qui dure 12 semaines. Donc, moi, j'avais drafté vraiment un plan à la main, tu vois, sur OK, qu'est-ce que je vais mettre sur les 12 semaines, mais j'avais pas réfléchi plus que ça à qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de chaque semaine. Hein. Tu vois, on était là, j'ai vendu le truc, et le plan, c'était chaque semaine, il y a une thématique, je tourne des vidéos, ils ont des exercices aussi à faire, et après, on a un live toutes les 2 semaines, une session de coaching par mois, et des feedbacks asynchrones une fois par mois aussi, tu vois. Et donc, toutes les semaines, moi, je me suis retrouvée à faire mes tournages pour que eux puissent consommer la semaine d'après. Ah ouais, la veille pour le lendemain. Ah ouais, alors, j'étais vraiment dans un... Ouais, mais au moins, tu t'es dit, maintenant que j'ai des clients et qu'ils attendent la vidéo, j'ai pas le choix, quoi. C'est ça. C'est encore le truc de se corneriser. Complètement. Je me suis mise dans cette situation. Et donc, pendant en même temps, c'est un sujet que tu maîtrises tellement que tu savais ce que tu allais dire, en vrai, une fois que tu commences à... Oui, d'ailleurs, je suis surprise en fait moi-même, parce qu'il y a des trucs où parfois, quand je voyais l'écrit comme ça, je me disais, mais comment je vais faire pour durer 30 minutes là-dessus, parce que les vidéos, 30 minutes, 1 heure, tu vois, mais chaque semaine, c'est 30 minutes, 1 heure de vidéo à peu près. Je me disais, mais comment je vais faire? Et en fait, toutes les semaines, je me suis surprise. Il y a des fois, il y a des trucs, je me suis dit, mais là, je pourrais en parler encore pendant 2 heures, en fait, du sujet. C'est parce que tu prends bien soin de ta créativité, donc du coup, quand tu la mobilises, elle est là. Ouais. Non, mais oui, Donc, c'est comme ça que tu as lancé le groupe, voilà, en disant, OK, j'ai mon groupe bêta, j'ai fait les vidéos pour elle direct, pour ce groupe-là. Et puis après, tu as lancé d'autres cohortes qui, pour le coup, tu n'as pas eu à refaire les vidéos. J'en ai refait quelques-unes. D'accord. En fait, après, tu vois, les bêtas, je les ai bien pressés comme des citrons. Hein. C'est-à-dire que je leur ai dit, le deal, c'est OK, c'est un test, mais du coup, j'attends des retours de votre part. Donc, toutes les semaines, ils avaient un questionnaire dans lequel ils me disaient telle vidéo, oui, telle vidéo, moins. Qu'est-ce que j'ai appris, quel exercice était utile ou pas. Tu vois, moi, je voyais où est-ce qu'ils décrochaient, où est-ce qu'ils décrochaient pas. Ah oui, tu as vraiment suivi les best practice marketing. J'ai suivi tout et je suis toujours en train de... Je suis pas très forte à ça, moi. Même là, en ce moment, de toute façon, je leur demande, ils ont les mêmes questionnaires. Après, j'attends moins qu'ils les remplissent, tu vois. Mais je récupère toujours beaucoup de données pour voir, en fait, c'est quoi les parties à améliorer selon la majorité des gens, tu vois. Et je fais ça après. D'accord. Donc, en fonction des retours que tu as eus, notamment pour la première cohorte, tu as refait certaines vidéos parce qu'elles étaient pas... Il y a des semaines aussi que j'ai structuré différemment. Enfin, il y a des trucs que j'ai bougé. Donc, entre la V1 et aujourd'hui la V5, il y a quand même pas mal de trucs qui bougent et je suis toujours en train de changer des petits trucs, tu vois. Et tu mets un nombre maximal de personnes dans toutes tes cohortes ou pas? Ouais, c'est 12. Ouais. Tu veux que ça reste petit comité? Tu préfères lancer plusieurs cohortes en petit comité? Ouais. D'accord. J'aime bien parce que même sur les lives comme ça... Déjà, moi, ça me permet... Bon, après, c'est parce que je viens du coaching one-on-one, tu vois, mais... et puis, je pense que c'était ça qui me faisait peur aussi avec le groupe, mais c'est que moi, je suis plutôt introvertie. Et en fait, j'excelle dans le one-on-one. C'est-à-dire que je suis assez forte, tu vois, pour rentrer dans la tête d'une personne, comprendre comment elle fonctionne, comprendre quelles sont ses peurs, qu'est-ce qui est... Tu vois, je pense que j'ai une bonne empathie à ce niveau-là et j'arrive vite à me dire, OK, ça, c'est son mode de pensée, voilà sa situation... voilà du coup les trucs que je pourrais lui dire pour éventuellement l'amener. En tout cas, je me dis voilà de quoi elle a besoin, quoi, assez rapidement. Et ce qui me fait peur avec le groupe, c'est de perdre ça, tu vois, parce que du coup, j'ai moins je suis moins proche en fait de chaque personne et de leurs problématiques. Et du coup, je me dis est-ce que je peux reproduire en fait cette qualité de conseil que je leur donne en formation asynchrone, quoi. Un peu ce qu'on disait un peu hors antenne au début, c'est le fait de rentrer dans la tête d'une seule personne, entre guillemets, donc de coacher une personne devant
10, 15, 50, 200 personnes, Mm. en fait, ça, c'est très utile. Une des vertus du coaching de groupe, c'est ça, c'est que c'est très utile aux 200 personnes qui ne se font pas coacher, mais qui écoutent, qui en fait retrouvent leurs problématiques. Mais effectivement, je comprends que, et c'est ça que je voulais aussi dans cet épisode, c'est de voir aussi comment nos croyances évoluent au fur et à mesure. Et moi, j'aime bien dire, une croyance, elle n'est pas limitante à la base. Si on l'a adoptée à un moment, c'est que c'était utile ou OK. Ouais. Et elle peut devenir limitante, c'est sûr. Et justement, c'est un peu les questions pour la suite. Si demain, tu me dis, Mounia, je veux faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en bossant moins d'heures qu'aujourd'hui, je vais te dire, il va falloir qu'on aille explorer cette croyance. Que s'il n'y a que 12 personnes, tu peux les coacher. Et s'il y en a 100, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais pour l'instant, on va dire, vu ce que tu t'étais fixé cette année, de dire je veux passer à 300, plus de 300 et je veux lancer ma première activité de groupe, elle est très bien, cette croyance. Et j'imagine que les gens, en plus, étaient ravis d'être en petite communauté avec toi. Ouais, c'est ça. Ça crée un petit dynamique de groupe. Tu vois, à la fin, on a un dîner, les gens se connaissent, c'est plus proche. Et moi, je pense que ça me permettait de faire ce pas, effectivement. Peut-être qu'un jour, tu vois, je passerai à des cohortes de 100 personnes et peut-être qu'un jour, je serai comme Tony Robbins et je ferai des trucs à 1000 personnes et tout, tu vois. J'ai hâte de te voir avec les trucs un peu à l'américaine où les gens, ils ont l'air d'être un peu hypnotisés. Mais là, pour l'instant, a priori, je me dis, moi, c'est pas trop mon... C'est pas ma force, en fait. Oui, de toute façon, t'avances. Et justement aussi, parce c'est pas ma force, mais il y a aussi quel business j'ai envie d'avoir. Parce que ce que j'entends, c'est que finalement, tu t'es pas... C'est pas il y a 4-5 ans que tu t'es dit, un jour, je serai la reine de LinkedIn. Ça s'est fait petit à petit. Et à chaque étape, tu t'es contenté, entre guillemets, de définir la prochaine étape ambitieuse que tu voyais devant toi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça change? Ou est-ce que là, par exemple, tu te dis... Tu réfléchis juste à la prochaine étape ambitieuse en 2026 ou 2027? Ou est-ce que maintenant, tu peux te faire une projection à 10 ans en disant un jour, je vais être la reine du monde ou je sais pas quoi? En fait, c'est juste pour voir ton rapport à l'ambition. Je pense que j'ai une ambition quand même qui a toujours été là. En fait, je me suis toujours mis un chiffre dans ma tête. Moi, j'ai le chiffre du 1 million de chiffre d'affaires par an. D'accord. Tu vois, et je me dis, je construis jusque-là. D'accord. Et après, le temps que ça prend varie, tu vois. Au début, j'étais très ambitieuse, j'avais un plan, je me dis 2025, c'est bon. Là, je me rends compte que non, ça va mettre plus de temps. Enfin, en tout cas, si je veux respecter ce qui est important pour moi. Tu vois, c'est toujours la même chose. Après, il y a ça. Si je voulais faire... si vraiment faire 1 million, c'était le truc le plus important pour moi, je pense que je saurais aussi comment le faire. Enfin, tu vois, je changerais complètement mon business, je ferais des trucs différemment. Mais c'est pas le truc qui me plaît plus. Mais en tout cas, voilà. C'est bâtir jusque-là. Donc ça, je pense que j'ai toujours eu ça. Et après, sur numéro 1, personal branding, là, tu vois, en ce moment, moi, il y a le truc de écrire des livres, en fait, qui est en train de prendre le dessus. Et donc ça bouge, en fait. Et je me dis, comment je vais jongler entre les deux, tu vois. Et peut-être, donc, se dire, il y a toujours ce cap du million qui t'intéresse, mais que justement, est-ce que je vais l'atteindre en 2026 ou en 2029 ou 2030 ça, je sais pas. Mais après... Et pourquoi ce cap du million, il est important pour toi? Je pense que c'est purement symbolique, en fait. Mais justement, qu'est-ce que tu mets comme symbole derrière 1 million? Je pense qu'à partir de 1 million, en fait, je me dis, alors si j'arrive à garder 1 million avec une marge aussi, qui est toujours très intéressante, hein, tu vois, au moins 80%, quelque chose comme ça, en fait, dans ma tête, je me dis, là, on va vraiment pouvoir commencer à rigoler. Pourquoi là, tu rigoles pas? Si, mais on va pouvoir commencer à avoir un lifestyle qui est vraiment, tu vois, sympa. D'accord. Parce que, donc, pour toi, 1 million, c'est le symbole du lifestyle que je rêve, d'avoir une vie peut-être plus tranquille, tu vois, peut-être pouvoir vivre vraiment de mes investissements aussi, et puis en fait ne pouvoir faire que ce que j'aime, quoi. Tu vois, Oui, c'est décorréler 1 million, peut-être c'est le symbole pour toi de je décorrèle la façon dont je paye mes factures et la façon dont j'occupe mes journées, quoi. Ouais. D'accord. Moi, c'est liberté, en fait. Liberté totale et kiff total. En vrai, t'es déjà libre aujourd'hui. Oui. Mais ok, j'entends. Non, mais c'est intéressant. Et ok, donc ce truc-là, tu l'avais depuis le début. Ce qui a juste changé, c'est à quel rythme et comment le faire, sachant qu'il y a d'autres priorités. S'il y avait que
cette prio, Ouais. bah voilà, tu aurais peut-être fait des choix différents. Ouais. Mais donc ça reste un driver, mais à mettre dans un tableau global, écrire mes livres, continuer Mm. à faire des choses où je suis à l'aise. Donc, et aussi Ouais. se dire de pas, entre guillemets, se mettre la rate au courbouillon. Bah, typiquement, Mm. tu disais, ça me faisait peur de passer au groupe. Ne pas se faire une marche trop haute en se disant, Ouais. bah tiens, je vais passer de j'ai jamais fait de groupe à j'ai 1000 personnes qui sont inscrits à mon truc. Ouais. Donc c'est aussi aller en étapes. Et je pense que c'est très très différent justement comme esprit que ce que moi je vois beaucoup plus dans mon monde d'investisseuse en start-up. Mm. Dans le soloprenariat, on voit beaucoup plus, hein, bah déjà c'est bootstrap par Mm. essence. Donc bootstrap pour ceux qui ont besoin de... J'utilise des fois des mots, mais c'est donc de ne pas avoir des investisseurs au départ. Donc vraiment, Ouais. la façon de faire grandir ton entreprise, c'est en investissant ce que tu gagnes comme chiffre d'affaires. Donc tu vas évidemment moins vite. Mm. Et effectivement, il y a ce côté où, dans l'accompagnement en l'occurrence, où quelque part on se vend nous, on vend notre temps. Et donc les briques, elles sont quand même à manier avec beaucoup plus de parcimonie, de sensibilité, parce que ça a un impact direct sur notre vie, sur notre quotidien. Ah ouais, tu peux Ouais. tu peux moins scaler. Mais oui, moi, je me vois plus comme une buildeuse. Tu vois, je vois que j'ai un château de sable. Et bon, ben, comment je peux faire la prochaine extension de mon Tu joues à château de Catan, sable? toi. Ouais, moi, je joue, oui, je joue à ça. Je dis, bon, bah, voilà, comment est-ce que je peux construire au fur et à mesure avec ce que j'ai? Donc là, la prochaine brique que je vois, c'est comment je fais pour passer de 300 à 400. D'accord. Ouais, donc Tu vois. 100. Et c'est en continuant à faire du groupe. Est-ce qu'il y a d'autres éléments différents Ouais, le prochain plan, là, pour moi, ça serait de lancer un club, du coup, je pense. Avec, tu vois, donc, parce qu'en fait, ce que je remarque, c'est que tous les gens qui font le programme, ou même de manière générale, en fait, dans mes coachings, une fois qu'ils savent comment faire, ben, il n'y a plus qu'à, justement, continuer. Et qu'en fait, cette partie continuer, elle est hyper douloureuse pour les gens au quotidien. Et je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin, tu vois, tous, d'un coaching vraiment très proche, plus qu'ils ont besoin, en fait, de motivation, justement. Je pense qu'ils ont plus besoin de se dire, ok, c'est bon, je suis toujours là. Parce qu'en fait, parfois, c'est difficile pour le moral, tu vois, c'est éreintant, tu te sens très seul dans ton process, puis tu te dis, ça marche pas, et puis tu te laisses prendre, justement, par toutes les peurs et tous les blocages qui t'animent, tu vois. Ou même au-delà de ça, ce que je peux expérimenter, c'est euh, même quand ça a marché, si après, par exemple, moi cet été, j'ai décidé de faire une pause. Pendant 2 mois, j'ai pas bossé, j'ai pas fait de post LinkedIn, etc. Bah, en fait, revenir, heureusement qu'on avait encore nos sessions, tu vois. Parce que revenir tout seul, Ouais. alors que ça marchait bien, hein, mais c'est même pas, c'est juste, bah, oh là là, il faut un effort. En fait, l'effort à revenir, il est énorme. Versus, en fait, c'est bon, t'as pris ton rythme. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, avoir un club ou quelque chose qui te motive, qui te donne envie, parce que t'aimes bien les gens, parce que t'échanges avec eux, qui te disent, ah, mais finalement, je vais refaire un poste. Ouais, c'est ça. Donc là, je voyais bien, tu vois, avec des dîners, par exemple, des rencontres, des ateliers de temps en temps, enfin, vraiment des choses purement inspirationnelles, en fait, pour t'aider à être entouré et à garder la motivation sur le long terme. Avoir une safe place, en fait, dans laquelle tu te dis, ok, je peux y aller, je peux partager ce que j'ai fait, je partage où j'en suis. Donc ça serait je pense que ça, c'est la brique qui peut... À mon avis, il y a 100 000 aussi à aller chercher là-dedans, tu vois. Ouais. Mais donc, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, la façon dont tu as fait grandir ton business, c'est justement, t'as augmenté, j'imagine, un peu tes prix, mais t'as pas voulu les exposer. Stratosphérique, ouais. Voilà. Et donc, c'est plutôt, si je veux aller chercher 100 000 de plus, je lance un nouveau produit. Ouais. Ça a aussi ses limites, même pour ton temps, etc. Est-ce que, par exemple, tu as pensé à t'entourer typiquement, peut-être à former d'autres coachs LinkedIn ou avoir d'autres personnes qui travaillent avec toi parce que ça, c'est la question clé de se dire est-ce que je reste solopreneur ou est-ce qu'à un moment, je deviens CEO? Tu dis que tu n'es pas faite pour être CEO, ça, c'est pas... Où est-ce que tu en es de cette réflexion? Ouais, bien sûr, j'y ai pensé, on en a parlé plusieurs fois, mais moi, je suis pas trop pour ça. Tu le sens pas? Non, je le sens pas parce que, en fait, justement, je me rappelle toujours en fait, je suis pas CEO et moi, ce qui me coûte le plus d'énergie, c'est de manager. Tu vois. L'humain, c'est le truc qui me prend le plus la tête, en fait, de manière générale, tu vois. Donc, moi, je suis bien...
Il y a vraiment des gens dont je fais partie, mais tu les laisses tout seuls la journée et puis ils sont bien en fait, et puis ils travaillent bien tout seuls, tu vois. Et j'ai pas besoin, tu vois, Et moi, j'ai pas besoin d'échanger avec les gens pour faire mes trucs. Enfin, ça m'aide, bien sûr, je peux le faire, tu vois. Et de temps en temps, c'est hyper, ça a beaucoup de valeur. Mais la plupart du temps, je travaille mieux toute seule, tu vois. Et j'aime bien avancer toute seule et puis uniquement partager ce que j'ai fini, tu vois. Donc, dans cette dynamique-là, je sais que si je dois former des coachs à faire ce que je vais faire ensuite, tu vois, moi, je pense que ça va me transformer en manager, en fait. Ça va transformer mon quotidien vers un truc, en fait, que finalement, j'aime pas, tu vois. Alors que bah, en fait, coacher les gens, c'est ce que j'aime bien aussi. Mm. Euh, Créer des contenus, c'est ce que j'aime, tu vois. Donc là, aujourd'hui, quand même, je fais des choses que j'aime, tu vois. D'accord. Et je me dis, là-dessus, je vais me perdre. Donc, Je me mords la langue parce que j'ai envie de typo-coacher sur tous ces sujets, mais je me dis non, ce n'est pas l'objet de ce podcast. mais après, je suis Ouais. pas, tu vois, je suis pas fermée à l'idée. Je pense que ça va évoluer. Oui, comme tu Je dis, pense c'est que, qu'à chaque étape, c'est comment on construit la prochaine brique. Et on ouais, verra. ouais. Et Mais en puis, tout cas, tu te dis, et ça me paraît raisonnable, de dire je peux faire 1 million mm, dans ma zone de génie, dans ma zone de confort, et après, on verra bien. mm, Effectivement, parce que la vraie question de se dire, tiens, quand on est solopreneur, jusqu'à quand on peut faire grandir notre business, bah, en fait, ce qu'on voulait aussi vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez le faire grandir quand même pas mal. mm. Donc, toutes les personnes qui peut-être ont atteint les 100K et n'arrivent pas à entrevoir comment faire plus, ben, on voulait juste aussi vous dire, moi, ce que je voulais, c'était aussi vous donner des exemples de gens qui l'ont fait, sans forcément justement aller rogner sur ce qui t'anime, sur tes Ouais. valeurs, etc. Et effectivement, peut-être que si à un moment, la question pour toi, ce serait comment je passe de 1 million à 10 millions, peut-être que je suis sûre qu'il y a plein de solopreneurs qui font 10 millions en plus, c'est même pas... Mais voilà, à chaque étape, c'est de se dire, ok, en fonction de ma zone de génie et tout, qu'est-ce que je peux faire Ouais. seul ou pas seul, quoi. De ses envies, de où est-ce qu'on en est. Et après, je me dis, effectivement, la mode d'aujourd'hui n'est pas la même que ce qu'elle sera dans demain. Mm. Et donc, je construis beaucoup avec qui je suis aujourd'hui et de quoi j'ai envie. Et tu vois, je vois quand même, parce que ça, c'est la partie, la question que tu m'as posée, genre, est-ce qu'il y avait une intuition vers le groupe, un truc comme ça. Et tu vois, je sens qu'il y a quand même une partie qui m'attire vers là, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais genre, par exemple, les retraites créatives, c'est quelque chose, tu vois, ça c'est une idée, ça revient, tu vois. Moi, ça revient souvent dans mes pages du coup du matin, tu vois, de me dire, tiens, je pourrais faire des semaines comme ça avec des gens, et puis je les aiderai sur leur créativité, tu vois, et ça grandit à l'intérieur de moi. Et donc, je me dis, bon, bah, ça, c'est un truc aussi, c'est une autre brique, tu vois, que je pourrais rajouter. Que tu peux rajouter, oui, ouais. rajouter un petit côté hospitality. Ouais, tu vois, pourquoi Ouais. pas. Donc, Surtout quand tu auras des millions à investir dans l'immobilier, il faudra bien que, voilà. à un moment. C'est ça, que je crée des projets, des trucs. Ouais, non, je vois bien qu'en fait, de plus en plus, tu vois, je vais vers le réel, vers le physique, vers l'échange, vers la connexion, vers le groupe, la communauté, tu vois. Et donc, je me dis, bon, bah, il y a quand même quelque chose qui se construit à ce niveau-là. Mais je sais pas encore, je pense que c'est très nouveau, tu vois. Donc, Oui, bah, effectivement, et tes pages d'écriture du matin t'aident petit à petit à... Ce que j'entends, moi, c'est vraiment un truc très... mais comment on pourrait prendre soin d'un bébé, de se dire prendre le temps, dans la délicatesse, et pas vouloir aller plus vite que la musique. Et en fait, ouais. quand tu laisses... Bah, voilà, moi j'aime bien les métaphores avec les bébés, parce que un bébé, il apprend à marcher tout seul. Mais voilà, t'as rien à faire à part lui laisser l'environnement et le temps pour le faire. Et on pourrait, imaginons, on prend un bébé de 6 mois et on essaye de le forcer à marcher, bah, bonne chance, ça va pas marcher, tu vois. Compliqué. Donc, je trouve que là, de ce que j'entends dans la créativité, dans la naissance de tes projets, il y a ce côté-là, quoi. Genre de laisser le process se faire et juste cueillir au bon moment, quoi. Ouais. Et puis après, tu vois, moi, il y a une petite idée dans ma tête où je me dis, mais quand même, le produit le plus scalable que je puisse créer, c'est un livre. Hein. Alors justement, tu quelle vois, belle transition. il y a un univers. Tu parles depuis... Oui, tu nous as dit plusieurs Ouais. fois là que tu es en train d'essayer d'écrire Ouais. un livre. C'est un livre sur justement la créativité sur LinkedIn ou pas du tout? Pas du tout. Là, j'ai fait un virage dans ma tête. Je me suis dit, je peux partir dans de la fiction, quoi. D'accord, t'aimerais écrire de la fiction. Ouais, ouais. En T'as fait, commencé? ouais. Ben, alors, là où j'en suis, parce que en fait, c'est tellement nouveau dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire que déjà, il a fallu que j'ouvre cette porte. Parce que c'est un truc. En fait, c'est marrant, tu vois, les métiers d'écrivain, d'artiste, mais c'est comme si tu devais tu sais, t'autoriser à
te sentir le droit d'y aller, tu vois. Et Mais je pense qu'on nous a beaucoup suriné que c'était des métiers compliqués, que effectivement ouais, certains pouvaient émerger, mais que c'était pas limite que pour le commun des mortels, ça peut pas être un vrai métier. Donc oui, c'est ouais, un peu le passe ton bac d'abord et puis après tu verras. Donc ouais, une fois que tu as une situation, alors tu peux peut-être prendre ça comme ouais. loisir, mais tu peux pas le prendre au sérieux quelque part. Donc c'est peut-être pour ça que. Ouais, c'est ça. Mm, Et du coup, on questionne beaucoup et on mm, se questionne beaucoup sur, mais en fait, pourquoi on a envie de faire ça? Et comme si on devait avoir une raison, tu vois, comme si on devait être un génie ou un artiste et que. Et puis alors, tu sais, après, on cherche des raisons, genre, parce que tu sais, on a l'impression que ceux qui le sont, c'est, bah, en fait, ils ont toujours voulu l'être et puis ils étaient quand même appelés ou choisis, tu vois, pour mm, devenir des auteurs. mm. Et alors qu'en fait, je sais pas, tu vois, si tu veux devenir hôtesse de l'air, on va pas te questionner, on va pas te demander de remplir un truc où tu dois dire pourquoi j'ai absolument envie de devenir hôtesse de l'air. Enfin, Mm. tu le fais si tu vas candidater chez quelqu'un, mais toi, avec toi-même, t'as pas Oui, si tu as besoin envie, de. tu te justifies pas à toi-même, quoi. Tu te Non, dis j'ai tu envie de le faire parce justifies que j'ai envie de le pas. faire. Voilà, Ouais, c'est tout. Tu dis, bah, ouais. j'aime bien les avions, Mm, j'aime bien voyager, mm. Le voilà jet lag quoi. ne me fait rien. Et ça suffit. Et Ouais. puis tu deviens hôtesse de l'air. Mais pour te dire, bah en fait, je vais devenir écrivaine, je vais écrire des romans. Tu vois, c'est quelque chose où tu as l'impression qu'il faut beaucoup plus justifier. Donc ça déjà dans ma tête, c'était un long chemin en fait de me dire, ok, j'ouvre cette porte, j'ai le droit potentiellement d'y aller, d'explorer, tu vois. Et là aujourd'hui, j'ai plein d'idées. Euh, mais en fait, ce que j'essaie de me rassurer, tu vois, en permanence, c'est me dire, en fait, bon, c'est une porte, en fait, c'est une nouvelle carrière. Hein. C'est un truc qui est complètement nouveau et c'est un truc qui va prendre vraiment beaucoup de temps. Enfin, tu vois, je m'engage pas là-dedans en me disant, je vais sortir un livre, après, je ferai plus rien, tu vois. Je me dis, en fait, comment je fais pour sortir 20 livres, tu vois. Mm. Parce que Et donc là, ce qu'on entend, c'est que tu as une vision plutôt long terme j'ai une vision très long versus je terme. construis juste la prochaine étape et on verra bien. Bah, en fait, Mm. j'alterne toujours entre les deux dans ma tête. C'est-à-dire Mm. que j'ai toujours une vision long terme quand même de ce que je veux faire. Genre, je sais quel est l'objectif à 10 ans, tu vois. Et après, je me questionne sur, ok, c'est quoi la prochaine. Et après, je me prends la tête sur, c'est quoi la prochaine étape là sur les prochains mois, tu vois. Mm. Et donc, mais je me dis toujours, voilà, l'ambition, c'est comment je fais 20 livres à terme. Mhm. Voilà. Et aujourd'hui, comment je fais potentiellement le premier, tu vois. Donc là, pour l'instant, je fais mes gammes. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, en fait, déjà, je me suis dit, je me mets une discipline, donc j'écris tous les jours, peu importe quoi, mais j'écris tous les jours, au moins Et 15. tous les écrivains connus, quand tu les interroges, ils te disent que c'est. Ils font ça. J'avais écouté un podcast, je sais plus quel écrivain, qui disait que tous les jours à 6 h du mat, il se met sur Ouais, sa chaise et il écrit. ouais. Et l'intervieweuse lui disait mais comment vous faites les jours où vous n'avez pas envie de vous y mettre? Il a explosé de rire, il a dit mais j'ai jamais envie de m'y mettre. Mais oui, Mais une fois que j'y suis, j'y suis quoi. c'est Ouais, ça. ouais. Donc, c'est apprendre à écrire par obligation, Mm. en fait, finalement, et on se rend Mm. compte que, tu vois, et donc là, j'ai fait ça, je me suis dit, en fait, tous les jours, j'écris, et je me suis mis un objectif petit, donc c'est 15 minutes minimum. Parfois, souvent, j'écris plus, parfois pas, mais au moins, j'écris 15 minutes. Et là, oui, tu trouves toujours un truc, en fait. Je me dis toujours, ok, je vais écrire sur ça, c'est pas fameux, mais au moins, j'ai fait le travail. Donc là, j'ai rempli des carnets, tu vois, j'ai rempli 120 pages et plus, enfin 150 pages, tu vois, de trucs. Donc ce que j'entends, c'est que tu écris avec un stylo et un Ouais, cahier. ouais, stylo, cahier, très important, parce que comme ça, je suis pas déconcentrée, tu vois, je suis vraiment dans mon truc. Et là, j'essaie de voir, en fait, c'est quoi mes sujets sur lesquels j'ai beaucoup écrit naturellement, quelles sont un peu mes obsessions, quels sont les... Tu vois, j'essaie de voir un peu le fil rouge qu'il y a. Et là, ma prochaine étape, c'est écrire des petites nouvelles d'abord. Parce qu'en fait, je me disais, bon, un roman, j'ai jamais fait ça. Ok, j'ai écrit des newsletters, ok, j'ai écrit des posts LinkedIn, mais c'est pas pareil, c'est pas la même. Pour moi, c'est pas du tout la même dynamique. Donc, Mais c'est hyper intéressant parce que mm, de l'extérieur, on pourrait se dire que toi, tu es plus proche. ouais, Enfin, tu vois, toutes les questions que tu t'es posées au début, de dire je m'autorise à ouvrir cette ouais, porte, on aurait pu penser que tu serais autorisé ouais, plus vite que quelqu'un qui n'a jamais écrit une ligne ouais, ouais. depuis 15 ans, tu vois, depuis sa disserte du bac de français. Ouais, ouais, mais en fait, je pense pas. Je pense que c'est une question qui est vraiment très Ouais, personnelle. Je pense que tout le monde, bien sûr. tu vois, peut se dire. Et puis Et puis après, je pense que ouais. justement, quand on est plus avancé, Mm. toi, tu vois une énorme différence entre écrire une newsletter et écrire un post LinkedIn et faire un roman. Et Ah peut-être ouais. que, tu sais, c'est un peu le théorème de Dunning-Kruger, là, tu sais, Mm. la courbe de... Quand t'es loin, t'as l'impression d'être compétent, et puis quand tu te rapproches, t'as l'impression d'être Ah hyper ouais, ouais. incompétent, puis après, ça remonte petit à petit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ah, moi, je me sens complètement Mm. incompétente hein, sur Ouais. le sujet. Enfin, il y a des trucs que je pense que je maîtrise,
Mais il y a beaucoup de trucs que je sais que je maîtrise pas encore. Et donc là, T'inquiète je pas, me c'est-à-dire que dis, t'es au moment où ouais, la montagne va commencer à... ouais, donc là, c'est ce que je fais. Là, je me dis, Ouais. j'apprends, je fais des tests. Ce qu'il faut d'abord que je fasse, c'est des petites nouvelles. Mm. Tu vois, donc là, il faudrait que j'en fasse. Ouais, dans ma tête, il faudrait que j'en fasse au moins 5. Ouais. Et puis après, quand j'aurai ça, là, peut-être que je pourrais retourner à un projet un peu plus gros de roman. Mm. Parce qu'au moins, j'aurais déjà structuré quelque chose. Voilà, donc là, je suis là-dedans. T'es là-dedans. Mais c'est une journée, tu vois, donc quand les gens me demandent, ok, t'écris sur quoi? Bah, en fait, je suis même pas en train de me poser cette question-là. En Ouais, fait, t'en y es pas là, je encore suis là. encore Tu en fais train tes de me gammes, dire, comme tu l'as voilà, très bien dit. je Ah, mon petit doigt me dit que suis dans le bac à sable, tu vois. tu vas nous écrire des trucs cool. J'expérimente. Ah, moi, je pense que tu vas nous écrire des trucs super. J'ai pas de doute. J'espère. J'ai une dernière question pour toi. Mm. T'as quel âge aujourd'hui? 33 ans. Ok. Est-ce que tu te sens encore en retard? Ah, c'est une bonne question. Parfois oui, parfois non. Vraiment, je suis dans un... Il y a des jours où je me dis... ah, je crois que c'était avant-hier, je crois. Je me suis dit, dans 33 ans, je suis bien, je suis installée, je me sens aussi... je sens que je prends en maturité, tu vois. Et puis il y a des jours, je pense que je me laisse prendre par mes peurs et je me dis... je suis tellement loin du 1 million, je suis tellement loin de mes objectifs. Puis alors là, maintenant que j'ai ouvert la porte de l'écriture, je me dis, mais je suis si loin de ça. Après, tout peut s'écrouler. Et puis après, voilà. Donc, voilà. Ça Ouais, je dépend. comprends. Bon, de toute façon, on peut toujours se dire ça, mais en tout cas, Ça moi, je dépend me quel dis jour tu que, me prends. ouais, comme nous tous, mais en tout cas, par rapport à la réflexion que tu as eue en Ouais. sortant de l'ESCP ou en rentrant à l'ESCP en me disant, oh là là, Moins. voilà, Moins. je pense qu'il y a peu de gens de 33 ans autour de Ouais. toi, si tu vois tes amis de promo, qui ont construit ce que tu as construit. Est-ce que tu peux Oui, après, acter ça? on n'avait pas toujours le même objectif. Mais, Oui, oui, mais parce qu'on a toujours, ouais. on regarde autre chose. Ouais, ouais. On sait pas, c'est pour ça que la comparaison, ça peut être un piège. Mais en tout cas, Ouais. reconnais-toi que par rapport à ceux à qui tu te comparais quand eux sortaient pour leur Oui, premier job et que toi, tu rentrais à peine en école, de se dire, bon, a priori, t'as bien rattrapé, t'as plus que rattrapé ton... c'est vrai. En fait, mais c'est vrai parce que je pense que moi, je me compare pas trop aux autres, mais plus à mes objectifs à moi, Mm. tu vois. Donc, et je pense que je suis quelqu'un d'assez impatiente. En fait, je me dis toujours... bon, après, je sais pas, je fais beaucoup de visualisation, peut-être sur ma vie rêvée, mon appart rêvé, des trucs comme ça. Et donc, je vois toujours l'écart Ouais. qu'il y a entre ce que j'imagine et là où j'en suis. Ouais. Et bon, après, c'est le damn, comme on dit en anglais, là, mais des perfectionnistes. Hein. Oui, oui, c'est clair. Mais aussi la Mais il y a force. aussi un truc, la force aussi, et puis il y a aussi un truc avec le temps, enfin en tout cas, Ouais. parce que moi je viens de fêter mes 40 ans, Mm. et c'est très récent, je pense, depuis 2 ans, je suis beaucoup plus apaisée. En fait, je me rends compte que je suis déjà là où je voulais être. Ah. Et donc ça veut pas dire que j'ai pas envie de continuer à faire des choses, mais le driver, il est extrêmement différent, et je pense que c'est arrivé avec la quarantaine, donc t'inquiète, Ça bah, va, ça ça va arrive, t'arriver. ouais. Mais C'est c'est vrai encore que 7 ans à attendre, c'est ça? ouais, 38 ans, j'ai commencé à me dire ça. Mais Ok. j'en discutais avec Raph, mon associé, qui a 31 ans, et qui avait cette frustration. Et en plus, il a retourné vachement contre lui, de se dire, oh là là, je vais pas assez vite par rapport à nous, ce qu'on s'est fixé sur 108 milliards. Et je lui ai dit, mais à partir du moment où tu es en sécurité, je suis en sécurité. Et notamment, justement, c'est là de se dire, on s'est tous construit un business où on a largement de quoi payer nos factures, voilà, et on sait comment, surtout on a trouvé l'équation, on sait que, parce qu'au-delà d'avoir de l'argent, c'est créer la capacité à en gagner si tu en veux. Ouais. Voilà, donc on est en sécurité. Moi, je lui ai dit, si ce qu'on s'est fixé en 2027, on l'atteint en 2035, j'en ai rien à cirer. La fameuse phrase cheesy de le voyage est agréable, c'est le voyage qui compte, pas la destination. Une fois on prend conscience qu'on est en sécurité, ça devient vrai en fait, ça devient... on kiffe chaque étape. Et ouais, là, maintenant, il l'a entendu, mais au début, c'était pas... Donc je l'ai traité de petit jeune, j'ai fait ma vieille. J'ai dit, tu verras quand tu auras 40 ans. Ça évoluera, ouais. Voilà, exactement. Moi, j'ai vraiment été très heureuse de cette conversation avec toi. Bah, moi aussi, c'était super cool. J'espère que ça va être utile à tous les solopreneurs Ouais. qui se posent des questions de comment faire évoluer leur business. Ouais, c'est sûr. À bientôt. À bientôt.